Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 10e festival Partir Autrement, édition 2017. Nous sommes au théâtre Le Montfort dans le 15e arrondissement de Paris où durant 2 jours, vous pouvez rencontrer des Globetrotters, des routards, des aventuriers, des tours du mondistes et même des auteurs qui sont ici pour partager une expérience de voyage à travers des documentaires ou des livres. Anaïs Bajeux, qu'est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fond de ton film que tu es venu présenter au festival ? Alors c'est un documentaire en fait qui traite de l'importance de la forêt amazonienne, de la situation des peuples indigènes au Brésil principalement, et qui questionne sur l'impact d'un gros barrage hydroélectrique qui va être le 3e plus puissant au monde. Et ça s'est passé il y a combien de temps? Tu l'as fait quand ce voyage? En fait je suis partie en 2013, 6 mois de voyage. Et en fait, au retour, ça m'a permis d'être financé dans une école de cinéma et c'est pour ça que ça a pris tant de temps et il s'est terminé là en janvier de cette année. Et ta motivation pour faire ce sujet, c'était dû à quoi? Je suis originaire de Chamonix, donc dans les Alpes, et on est vraiment conscient qu'il y a un changement climatique qui est en marche. Du coup, c'est partir de ce principe, de ce fait, pour se dire, ok, l'Amazonie, c'est l'une des plus grandes forêts au monde. Si elle disparaît, comment ça va se passer et pour nous, et aussi pour ces minorités ethniques qui vivent en dépendance avec une nature qui disparaît. Et t'es partie toute seule faire ce sujet? Alors de base ça devait être seul et finalement je me suis mis en couple et on est partis tous les deux. Ouais, c'est un peu plus facile hein. Bah ça arrange pas mal de choses effectivement. Prochain projet, ça va être dans quel domaine et sur quel continent? Alors il y aurait un gros projet de documentaire qui serait également sur un gros thème environnemental sur l'écocide. Voilà, c'est un mot dont on parle beaucoup et voilà, ce serait un projet un peu plus ambitieux qui prendra un peu plus de temps à mûrir. Jérémy, Antoine, bonjour. Donc là, vous êtes présent au festival Partir Autrement. Donc toi, t'es réalisateur, toi, t'es architecte. T'es parti avec un ami pendant 6 mois en Asie et toi, tu les as suivis avec une caméra pour nous présenter justement un film ce week-end, donc à Paris, au théâtre Le Montfort. Est-ce que tu peux nous faire le speech? On commence par qui? Par toi ou par l'architecte? Alors le speech c'est un film sur l'architecture de l'habitat. En fait c'est pas seulement un film, c'est une série de documentaires et on est parti 6 mois pour réaliser donc ces documentaires sur différents exemples entre architecture traditionnelle et contemporaine. L'histoire en 2 mots, c'est comment l'architecture traditionnelle peut inspirer ou en tout cas réinspirer l'architecture contemporaine qu'on attend au XXIe siècle. Alors cette idée-là, pourquoi avoir voulu justement montrer toute cette différence qu'il y a entre ce que toi tu connais par rapport à ton ressenti européen et ce qui se passe là-bas? Parce que ce qui est important en architecture, et ce qui, pour moi en tout cas, le fait dont je sois convaincu, c'est que l'architecture doit forcément être inspirée de ces territoires. Les territoires, ils sont divers. Et pas seulement les territoires, toutes les cultures qui vont avec et qui ont donné un petit peu le territoire. En tout cas, ce qu'on a voulu traverser, c'est de montrer le creuset dans lequel l'architecture s'est donnée. Et ça va un petit peu à l'encontre de l'architecture un petit peu générique qu'on a vu un peu se construire pendant le XXe siècle. Et c'est les réponses vers lesquelles on tend pour l'architecture du XXIe siècle. Jérémy, toi, donc tu les as suivis avec une caméra. Ça a été quoi qui a voulu, convaincre l'autre pour pouvoir faire ce témoignage? Alors il n'y a pas eu à se convaincre entre nous parce qu'on était déjà amis avant même de partir. Et l'idée est partie de Tristan, il me semble. Tristan, c'est le deuxième, voilà. Le deuxième, l'autre architecte, d'accord. Voilà. Donc le deuxième architecte qui a émis l'idée de faire un voyage ensemble qui a un intérêt pour l'un et pour l'autre, donc au niveau architecture et au niveau vidéo. Donc du coup on a décidé de se lancer dans cette aventure en commençant par l'Asie qui était plus adaptée pour une première étape du voyage. Alors première étape, là ce week-end on est sur la Chine. On va voir des choses qui se passent en Chine, mais je suppose qu'il y a plusieurs... c'est toute une série. C'est ça. C'est une série donc, de 6 épisodes de 52 minutes. Et là, celui qu'on va présenter cet après-midi, c'est sur la Chine, une partie de la Chine, parce qu'il y a 2 épisodes en Chine. Donc voilà, c'est juste un pilote d'une série qu'on va présenter cet après-midi. Je m'adresse à l'architecte pour finir cette interview. Si on a envie, un autre architecte a envie d'avoir des informations complémentaires pour te contacter, il y a un site internet ?
Il y a un site internet, il porte le nom du projet, architecturebyroad.com, et là-dessus il y a toute une sorte toute une production de photos, de textes, et quelques-uns aussi de nos teasers des différents épisodes. Clément, Claudia, vous êtes ici durant ce week-end au festival pour proposer un film. C'est lequel ? Tout plaquer et partir vivre au bout du monde, c'est l'épisode de l'Inde. C'est une série documentaire de 7 épisodes. Pour l'instant, on a fait que le pilote qui se passe en Inde. Et ça s'est passé en quelle année ? En 2014. Et vous êtes revenu donc avec ce projet. Comment ça s'est passé en fait ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire découvrir à votre public ? Alors on voulait montrer l'Inde en fait, pas d'une manière, pas de façon carte postale en fait, genre avec le beau Taj Mahal, les beaux monuments, etc. Non, on voulait vraiment faire découvrir l'Inde de l'intérieur, donc en s'intégrant à la population. Mais alors, pour certaines personnes, il y a des voyageurs qui, pour eux, l'Inde, c'est un petit peu un côté pas dangereux, mais dans le sens où on a tellement d'images, le syndrome de Stendhal, tout ça. Vous, qu'est-ce que vous pourrez en ressortir par rapport à votre expérience, par rapport à votre vécu ? L'Inde, c'est hyper positif et hyper négatif en même temps. Les deux en même temps ? Voilà, les 2 premiers jours, en fait, on a fait que Bombay. Et les 2 premiers jours, le premier jour, on a été engagé pour être figurant dans un film, donc c'était super. Le deuxième jour, on s'est fait racketter par la police. Donc c'est ça l'Inde, ça peut être Et tout ça on le voit dans le film en fait. Voilà. Quelle a été vraiment pour toi la pire des expériences ? Alors c'est vrai que quand tu montres un film, c'est pas ce qu'on a envie de forcément montrer à son public, mais quelque part c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un cliché par rapport à l'Inde. Est-ce que vous l'avez monté ça vous l'avez montré dans ce film ou pas ? Alors on a voulu aborder en fait, tous les aspects de l'Inde que nous on a rencontrés, que nous on a vus, aussi bien par exemple on a montré certaines images de la mer où du coup il y avait des déchets où les enfants se baignaient en fait quand même au milieu des ordures, tout aussi bien que le centre commercial flambant neuf avec l'énorme écran de cinéma et les sièges qui s'allongent complètement, enfin voilà, vraiment des opposés que nous on a pu voir. Et à la base, pourquoi ce film ? Est-ce que c'était la première fois que vous voyagez, la première fois qu'une caméra ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce film ? En fait, on est passionné et de cinéma et de voyage, du coup on s'est dit on va faire forcément les deux. Et après l'idée du film, c'est venu juste en réfléchissant avec des producteurs en fait sur Paris avant de partir. On s'est dit on veut faire des documentaires, quelque chose qui corresponde à ce qu'on aime quand on voyage. Et du coup on a réfléchi beaucoup et on a créé ce concept qui était de partir et de rester 3 mois sur place pour y vivre, pour s'installer, pour rencontrer les gens et voilà, que ce soit un peu original. Et durant le festival, on a la joie justement de rencontrer énormément de blogueurs comme Fabrice d'Instinct Voyage. Comment vas-tu bien ? Ça va Stéphane, et toi ? Écoute, merci surtout d'accepter cette petite interview durant ce festival. T'es arrivé ici pour faire des petites interviews. T'es venu nous voir dans quel domaine, pour faire quoi ? Dis-nous tout. Un peu pour le boulot, non, aussi pour profiter du festival, mais je tiens un podcast depuis 2 ans sur le voyage. J'interviewe des voyageurs ou des gens qui vivent à l'étranger, etc. Tous ceux qui ont embrassé un peu une vie nomade. Et là, c'est l'occasion un peu rêvée pour les choper, quoi, direct. Alors c'est vrai que tu fais un métier qui est rêvé pour les Globetrotters. Toi, tu as fait énormément de voyages, tu bouges énormément, tu en as fait ton métier. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en gros, c'est quoi l'activité du blogueur voyageur ? Je dirais que finalement, il y a quelque chose qui pourrait résumer ça, c'est créer du contenu. Bien sûr, c'est la thématique du voyage, à destination de ceux qui aiment voyager ou qui aimeraient voyager plus. Enfin, je le vois comme ça. Inspirer et créer du contenu sur cette thématique, sur une thématique que j'aime, bien sûr, parce qu'il faut être passionné quelle que soit la thématique, quelle que soit il faut que tu sois passionné évidemment. Et alors là, tu reviens d'où là ? Je pense que tu viens juste d'arriver d'un beau pays. Moi, je reviens de Colombie, j'y vais souvent. Et je suis revenu ce matin après un long vol. Là, j'ai pas eu mon sac à Orly, donc c'était un peu galère là. J'ai dû aller, comme je te disais, m'acheter une brosse à dents, quelques affaires. Est-ce que tu as des projets par la suite ? Alors cet été, je vais aller en Corse pour faire de la voile avec l'école des Glénans. Et puis en septembre, je sais pas encore, c'est pas encore défini, un voyage soit en Géorgie, Arménie. Tu vois, j'aime bien ça fait longtemps que je veux aller dans ce coin-là, le Caucase. Et c'est 2 pays proches.
pas très, voilà, un peu hors des sentiers battus quand même. Et puis c'est la bonne saison pour y aller, début septembre, et c'est des pays riches au niveau culturel, au niveau des paysages, c'est magnifique. Bon, bref, ça me dit bien. Et justement, j'avais interviewé quelqu'un qui avait traversé le Caucase à pied pour le podcast, et elle m'avait justement donné envie. C'est génial, tu crées du contenu en plus en interviewant des gens, mais en plus ils te donnent encore plus envie, ils te donnent des idées de voyage vers d'autres destinations. C'est ça aussi qui est chouette, finalement, c'est un cercle. Donc c'est à travers tes podcasts, à travers tes interviews que l'idée rebondit à effet sauterelle pour pouvoir partir dans un autre pays. Voilà, exactement. Parfois, en tout cas là pour le cas du Caucase, c'était le cas. Sophie, Pierre-Antoine, bonjour. Dites-nous exactement ce que vous êtes venu faire ici au festival Partir Autrement. Il y a un film a priori. Ouais, on a réalisé un film suite à notre aventure, donc d'1 an, à pied autour du monde. Et puis on avait très envie de le partager avec le public. C'était en quelle année ce voyage, Pierre-Antoine ? On est parti le 15 mai 2015, on est revenu il y a 1 an, le 16 juin 2016. Et voilà, l'idée c'était d'emmener les gens dans notre sac à dos pendant 52 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on voit exactement dans ce film ? Je pense que c'est un film qui est fait pour faire rêver, ou c'est un film, on va dire, un portrait de simplement vos vacances ? Peut-être susciter des vocations, peut-être dire aussi que finalement tout le monde a un rêve et puis ça peut être sympa de le réaliser, il faut juste oser faire le premier pas. Alors tu parles de pas, justement, Pierre-Antoine, il n'y a pas que vous, humains, il n'y a pas que vous qui avez marché, en fait, il y a aussi les animaux. Ah oui, dans notre voyage, on est parti on est parti pendant 1 an, on a fait 7000 km. Mais durant cette année-là, il y a 3 mois en France, on a marché avec nos 2 chevaux, Sultan et Rahan, 2 chevaux de Mérins qui viennent de l'Ariège. Si on veut voir votre film, si on veut vous contacter, comment on peut faire ? Eh bien, on a un blog www.voyageenmarche.com et puis dessus vous trouvez tous les contacts et on est prêt à partager plein de choses avec vous, coordonnées GPS et autres infos sur le voyage. Olivier et Rémi, médecins et sac à dos autour de la Méditerranée. Donc c'est pas courant de voir des sujets sur des médecins qui font des voyages comme ça. Vous êtes partis à plusieurs, c'était il y a combien de temps ? Alors c'est un voyage qu'on a fait il y a 4 ans maintenant et du coup on suit 3 jeunes étudiants en médecine qui ont fini leur 7 années d'externat et avant d'aller à l'internat ils profitent pour faire un voyage autour de la Méditerranée et découvrir des médecines, des choses différentes de ce qu'ils ont appris, de leur lourd apprentissage en fait. Et voilà, on les suit au quotidien durant ce road movie. Alors Olivier, toi t'es médecin, t'es parti avec 2 autres médecins, vous ressortiez de l'université. Pourquoi cette envie de montrer à travers l'image un tel projet sur la médecine alternative, différente par rapport à justement votre cursus, comme a expliqué justement donc. Le but c'était un peu de faire un décentrage par rapport à ce qu'on avait appris, notre culture médicale, donc un enseignement qui est assez long. Et puis avec donc Marine et Elise qui sont aussi donc des amis et puis maintenant des médecins, on était assez branchés sur finalement l'envie de découvrir d'autres médecines. À travers donc le voyage et les médecines dans d'autres cultures ou d'autres environnements, d'autres contextes. Et finalement le fait de le filmer et d'en faire un film, ça nous a permis d'avoir des réflexions un peu plus approfondies sur qu'est-ce qu'était la santé et à travers ce voyage quoi. Mais j'aurais envie de dire dans un premier temps, autour de la Méditerranée, il y a une grosse différence par rapport, on reste plus ou moins en Europe, autour de la Méditerranée, Europe et le reste, mais on n'est pas très très loin. Si ça avait été vraiment en Asie ou en Amérique latine, il y a vraiment un gros delta d'un pays à un autre.
Alors c'est un détail qui s'est fait progressivement, finalement ça a été un truc graduel quoi, en l'Italie où finalement il y a pas un delta si important, et puis après on arrive en Grèce et finalement on a un système social qui s'est un peu effondré parce qu'il y a la période de crise, du coup il y a d'autres manières aussi de pratiquer la médecine, donc dans des squats avec des centres autogérés, et puis après on arrive en Turquie où il y a des situations un peu conflictuelles avec les migrants syriens qui passent aussi en Turquie, les ONG, et puis la religion, donc la place de la religion et des croyances autour de la santé. Donc ça, rencontrer en fait en France, il y a pas une fois comme on a pu la rencontrer en Turquie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas cette expérience-là. Et puis après, ça continue à augmenter au niveau du Delta où on arrive en Égypte. Et du coup, il y a des systèmes de soins modernes finalement qui sont absents dans des zones complètes du territoire. Et du coup, c'est les médecines traditionnelles qui sont la médecine de référence avec des médecins qui utilisent des plantes locales, qui font des bains de sable, enfin qui font les accouchements traditionnels. Et du coup, donc c'est pas très loin de la France, mais il y a à chaque pays il y a des paramètres différents qui peuvent justement varier totalement la vision de la médecine à la fois moderne et traditionnelle. Et Rémi, je voulais savoir, ça avait été écrit juste avant de partir ou comment ça s'est passé au niveau de la réalisation ? Non, c'était pas. On savait qu'on allait essayer de découvrir d'autres médecines, mais c'était pas du tout écrit. C'était vraiment spontané. On rencontrait des gens qui nous indiquaient d'autres personnes à rencontrer pour découvrir de nouvelles médecines. Et après, c'est vrai que c'était un peu la difficulté parce qu'on s'est retrouvé avec on a rencontré énormément de gens. On s'est retrouvé avec beaucoup d'interviews et il fallait tout lier pour faire un film. Et c'est vrai que le montage était assez compliqué, mais au final, c'était une partie de plaisir et on est plutôt content du résultat. Nicolas, on s'est vu fin 2014, t'es dans nos premiers interviewés d'ABM TV, tu revenais à peine de ton voyage avec Mathieu, en plein montage du film. Là on est en 2017 au festival Partir Autrement. Le film est en cours de projection actuellement. Ça fait quoi? C'est assez incroyable. Ça fait quand même déjà un peu de temps qu'on travaille dessus, avec plein de gens autour de nous, et c'est vraiment super chouette maintenant de le montrer à tout le monde et de le projeter en festival. C'est un vieux rêve qui se réalise. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, toi et Mathieu, vous avez fait un immense voyage avec une 4L. Vaut mieux partir je pense avec un véhicule comme ça qu'avec une voiture qui est bourrée d'électronique, parce que ce genre de voiture on peut le réparer un peu n'importe où et c'est ce qu'on voit dans ton film. Mais également sur une autre thématique, le microcrédit. On en avait parlé en 2014. Est-ce que tu peux nous en refaire un petit pitch de ce voyage? Alors Mathieu et moi on est deux amis d'enfance et on a toujours voulu voyager ensemble. Et au fur et à mesure des années, ça fait quand même 5 ans maintenant qu'on bosse sur le projet, on a construit le projet qui s'appelle Microcrédit en 4L, où on a levé de l'argent avant de partir, qu'on a reversé à des micro-entrepreneurs via des associations, parce qu'on n'est pas des professionnels. Et ensuite, on est parti à la rencontre des gens qu'on avait aidés en 4L. Donc en fait, on a fait un tour du monde en 4L, de 50 000 km, 40 pays, ponctué par les rencontres de ces micro-entrepreneurs qu'on avait soutenus, dans le but de les rencontrer, raconter leurs histoires et comprendre comment fonctionne le microcrédit, d'un point de vue de deux jeunes étudiants un peu naïfs de 21 ans. Alors quand t'es parti comme ça, donc avec Mathieu, il a fallu que vous anticipiez en avance pour les prévenir de votre arrivée, ou c'est une fois sur place, un petit peu comme un fixeur? Comment ça se passe pour les rencontrer? Nous, notre interlocuteur principal, c'était deux partenaires français de microcrédit, qui sont Baby Loan et Entrepreneurs du Monde. Et ces partenaires ont, dans le monde entier, un réseau d'associations partenaires qui ont des micro-entrepreneurs, qui font des prêts. Et du coup, en fait, nous, on prévenait nos partenaires français en disant, voilà, on arrive au Nicaragua dans 2 jours, dans 2 semaines plutôt. Est-ce qu'il y a moyen d'organiser une visite? Et après, c'est comme ça que ça s'organisait. Donc, ce film, on y voit 2 garçons amoureux du voyage, amoureux de leur voiture, et justement sur cette thématique du micro-entreprise. Donc, en fait, et aussi 2 potes qui se marrent beaucoup. Oui, on vous voit vraiment en train de, une bonne humeur. C'est un film qui est destiné vraiment pour les gens qui ont envie de préparer un tour du monde ou qui veulent s'intéresser vraiment au microcrédit, ou un peu des deux. Après, pas pour préparer le tour du monde, parce qu'on donne pas beaucoup de conseils techniques, de petits conseils techniques, ça faut venir nous voir en direct et on sera ravis de les donner. C'est plutôt, si vous avez envie de passer 52 minutes à rêver, à voyager, à découvrir un peu le microcrédit, si vous demandez un peu ce que c'est. Là, c'est vraiment la vulgarisation plus possible, c'est-à-dire qu'on raconte ce qu'on a vu, sans concept compliqué et sans que ce soit trop un cours. Donc c'est vraiment, si vous voulez comprendre ce que le microcrédit et voyager, faut regarder le film.
François Spiekermeyer, bonjour, bienvenue ici au festival. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta présence au festival Le Théâtre Le Montfort? Oui, alors donc je suis une exploratrice de la beauté. Je suis j'aime voyager autrement et c'est toujours à la recherche des codes de beauté et des façons que les gens ont de se faire beau. Et je vais pour ça dans le monde entier. Les hommes et les femmes ou uniquement les femmes? Bien, les hommes sont aussi beaux que les femmes à mes yeux et les femmes, voilà, les enfants aussi. Voilà, tout le monde tend vers la beauté et c'est pas seulement réservé aux tribus, c'est aussi nous, notre propre société. Et j'ai envie de montrer qu'on n'a pas besoin de consommer pour être beau ou pour se faire beau. Voilà. Alors tu es ici pour deux éléments. Tu as ton livre et également un documentaire. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de ton livre? Alors mon livre, c'est le résultat donc de travail que j'ai commencé en Éthiopie en 2009. Donc c'est l'année où j'ai entamé ce travail sur le thème de la beauté en allant vers le sud de l'Éthiopie, vers l'Omo, la vallée de l'Omo, où se trouvent plusieurs tribus, les Amars, les Karo, les Nyangatom, etc. Pour photographier la diversité des codes. Justement, c'était un lieu qui est un périmètre assez réduit qui me permettait d'accéder à plein de cultures différentes. C'était en quelle année tout ça? Ça, c'était en 2009. Avant ça, j'étais reporter de guerre et c'est en Tchétchénie. Je travaillais pour Paris Match. J'étais reporter indépendante. Je photographiais le conflit en Tchétchénie. Et ce sont les femmes tchétchènes qui m'ont parlé et qui m'ont montré à quel point la beauté était importante pour elles. Au cœur de la guerre, elles l'utilisaient comme une arme de résistance pour provoquer un peu l'ennemi. Sur leurs talons aiguilles, elles passaient devant les checkpoints des soldats. De l'adversaire pour leur dire voilà, nous on est vivantes, on est belles et la vie est plus forte que la mort. Voilà. Alors, une femme d'image, à la fois sur la beauté avec le livre, mais également dans le film. Ce film relate l'histoire, quelle histoire exactement? Alors, en fait, le film que j'ai montré tout à l'heure au festival, c'est un essai que j'ai filmé au Soudan du Sud, où je suis allée voir les Djiyé, qui est une tribu assez lointaine, proche de la frontière éthiopienne, qui est très peu connue et qui a servi à engager en fait une série de documentaires pour Canal+, dans le cadre des Nouveaux Explorateurs. Voilà, c'était une émission formidable où je partais à la découverte des rituels de beauté pour Canal+, dans ces films de 52 minutes. Et là, j'ai l'intention de repartir sur un autre thème à travers des documentaires. Voilà, toujours aller de l'avant. Sylvain, l'an dernier avec Mathieu, tu as fait la route de la soie avec ton pote à moto dans un contexte musical. C'était quoi exactement? Alors c'était un voyage musical sur la route de la soie et comme le dit son titre, en fait, on est revenu en France depuis l'Inde à moto avec des vieilles motos indiennes. Et on s'était donné pour mission d'enregistrer un album de musique traditionnelle avec des enfants issus de milieux défavorisés. Donc c'est eux les artistes et nous on est passé avec micro et caméra, on les a enregistrés, on a créé un album une fois de retour en France. Cet album aujourd'hui en vente dans le but de récolter des fonds pour ces instituts en fait, qu'aident ces gamins là tous les jours. Et en fait, ce projet musical, t'étais obligé de passer par ce biais de voyage à moto, ou c'était un contexte, on va dire, une complémentarité entre la passion du voyage et le son? Alors en fait, c'est déjà ce projet-là, il est pas né en France, il est pas né avant de partir. On était en Inde pendant 1 an et demi. On a fait le tour de l'Inde à moto avec ces vieilles motos indiennes. C'était quoi comme moto? Des Royal Enfield Bullet des années 70 et tout est né là-bas en fait. On est tombé amoureux de la moto, on est tombé amoureux de l'Inde et on est tombé amoureux de ces bécanes spécialement quoi. Donc ça allait de soi de faire cet enregistrement de l'album avec ces motos-là quoi. Ça allait de soi. Et donc ça allait de soi, oui, ça va de pair avec le nom du film. Et comment dire, donc là c'était ton premier gros projet. Est-ce que par la suite il y a d'autres projets musicaux ou combinés justement avec le voyage qui vont fuser un petit peu là-haut?
Alors en fait, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, on n'annonce rien du tout et on est encore dans ce projet-là quand on commence tout juste à le diffuser. On commence toujours. Le film est sorti il y a que quelques mois, donc on est vraiment dans la diffusion. Je vais pas cacher le fait qu'il y a des idées qui sont derrière. Il y a des choses qui ça cogite quoi. Un voyage musical sur la route de la soie, pourquoi pas ailleurs, bien sûr. Voilà, pour l'instant, il y a rien de confirmé, donc on essaie de bien finir celui-là et après on va. Bah merci à toi et puis j'espère à une très prochaine fois. Bye bye. Avec plaisir, merci à toi. Ciao. Émeric, bonjour. Tu es le directeur et fondateur de chez Transboréal, l'éditeur qui suit ABM depuis maintenant près de 15 ans. Donc là, durant le festival Partir Autrement, tu es également à nos côtés. Comment tu as commencé ta carrière, on va dire, de voyageur avant d'être éditeur ? Alors moi je suis parti marcher autour de l'Europe, puis je suis parti marcher en Asie du Sud-Est, j'ai été à vélo jusqu'en Inde pendant 2 ans et demi, j'ai voyagé dans le Grand Nord et à l'issue d'un voyage en Alaska, j'ai édité mon premier livre, Dans les pas de l'ours. Et c'est comme ça que j'en suis venu en 1998 à créer la maison d'édition. Donc effectivement, j'ai présenté mon premier diaporama à Transboréal peut-être en 1992. Et ça fait une quinzaine d'années que la maison d'édition est partenaire. On est présent soit à Massy, au Festival des Globetrotters, votre Festival des Globetrotters, soit ici à Partir Autrement. Donc tu as commencé en fait à connaître ABM en étant un routard, un globetrotter, comme la plupart de ceux qu'on rencontre ici, qui reviennent d'un voyage et qui ont quelque chose à présenter. Voilà, j'envoyais des articles pour la revue. Et puis c'était parfois publié, parfois pas. Et au retour, j'ai pris contact avec ABM et j'ai commencé à présenter un diaporama. Donc à chaque fois qu'on te rencontre durant nos festivals, le festival Partir Autrement, le festival des Globetrotters, tu as ton stand, tu es présent donc avec ABM. Et effectivement, tu as une multitude d'ouvrages sur des récits de voyages, de voyageurs, et beaucoup des gens qui sont chez nous, qui proposent un petit peu leur documentaire, passent par toi. Comment ça se passe en fait cette collaboration, sans rentrer dans les détails, si quelqu'un a envie d'écrire un livre? Tout simplement, il nous adresse un manuscrit et puis on en prend connaissance. Et si on voit qu'il y a une forme de sincérité dans le voyage, s'il y a des qualités d'observation, des qualités aussi d'écriture, eh bien on rencontre la personne. Il faut aussi que le récit puisse s'inscrire dans nos collections, puisque maintenant il y en a 4-5 qui tournent vraiment. Mais voilà, nous on est à la recherche tout le temps, on cherche à incarner toutes les formes de voyage, aussi bien le voyage à pied bien sûr, que le voyage en canoë, en kayak, à cheval, à ski, à la rame, en voilier. J'ai réédité par exemple le titre d'Amiens autour du monde, qui était chez Artaud. Voilà, et on veut incarner aussi bien le voyage de lointain que le voyage de proximité. Donc à ce titre, tout nous intéresse. Maintenant, il faut qu'il y ait des qualités à la fois d'abnégation, de courage, de sincérité, d'écriture et d'observation évidemment. Tu reçois combien de demandes par an en moyenne? Nous, on reçoit une proposition au moins tous les jours. C'est-à-dire parfois plus, mais disons dans la semaine peut-être 5 propositions sous forme de manuscrit, 5 propositions sous forme de courriel, puis après 5 appels téléphoniques. Voilà. Donc si on a envie je reviens d'un long voyage, j'ai énormément de choses à raconter, comment ça se passe pour te contacter, pour te rencontrer? Il suffit de nous adresser quelques pages du manuscrit via l'adresse contact@transboreal.fr. Voilà, mais il faut d'abord prendre connaissance aussi de ce qu'on fait, parce que beaucoup de gens nous envoient par exemple des romans, nous envoient des essais, nous envoient des choses qu'on ne publie pas. Et de manière générale, Transboréal cherche à aller plus profondément dans la connaissance d'un pays. On ne cherche pas des tours du monde, on ne cherche pas des régions survolées, on cherche des gens qui se sont impliqués par rapport à une région, qui ont passé du temps, qui se sont investis physiquement, psychologiquement, qui en ont rapporté des informations. Voilà, donc il faut prendre connaissance aussi de ce qu'on publie. Alors il y a 3 ans, tu as eu un rêve, tu l'as fait avec ton ami, un tour du monde en 80 jours, et là tu as un autre rêve, tu es en train de le montrer actuellement au festival Partir Autrement. Explique-nous c'est quoi ce rêve I Have a Dream Africa. Alors on est très content d'être à Paris, c'est la première à Paris au festival, et I Have a Dream Africa c'est notre nouvelle aventure avec Milan, les Optimistic Travelers, et en fait on est parti encore 80 jours, mais cette fois sur les routes d'Afrique. On a traversé 7 pays, 8000 km, et on a réalisé le rêve des gens qu'on a croisés sur la route. Alors explique-nous c'est quoi le rêve des gens que vous avez rencontrés. Alors voilà, on a pris nos sacs, aucune préparation, on arrive à Cape Town en Afrique du Sud. À l'arrache comme ça. En mode Optimistic Traveler comme on dit, et on parle avec les gens, on a trouvé un endroit où dormir, on a trouvé à manger, et on a trouvé aussi des rêves. Comment on fait? On parle à tout le monde. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton rêve? Et après c'est pas facile de trouver le rêve à réaliser, parce que premièrement il faut qu'on soit inspiré, il faut que Milan et moi on soit d'accord pour réaliser le même rêve. Ensuite il faut avoir le budget,
pour le faire, et aussi le temps. Parce que voilà, rénover une école c'est beau, mais ça peut prendre du temps. Moi je te coupe, mais en gros, vous allez en voyage, vous vous baladez, il y a même le bouquin, voilà, on va bien sûr montrer le bouquin, ça c'était justement il y a 3 ans, donc le tour du monde en 80 jours sans un centime. Vous rencontrez des gens en Afrique qui ont un rêve. Quel style de rêve peut coûter de l'argent? On va pas raconter le film, mais si tu as un exemple à nous donner. Alors par exemple, un rêve qui touche beaucoup, c'est Mama Jen, qui habite à la campagne, dans une petite maison, sans eau courante, sans électricité, qui dort par terre, et qui a son toit qui est troué. Et la saison des pluies, elle arrive. Et son rêve, c'est d'avoir un nouveau toit. Comment trouver l'argent alors? Et donc, nous, avec l'argent du livre, grâce aux bénéfices auteurs du livre, on a consacré pour ce voyage et pour ce projet, I Have a Dream Africa, on a investi l'argent pour réparer le toit. Enfin, nous, on était prêts à le faire. Mais en même temps, on a fait des mini-campagnes de crowdfunding. Donc à ce moment-là, on a filmé Mama Jen, on l'a partagé sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça va vite. On est des réalisateurs et des voyageurs et des aventuriers en même temps. Donc on a fait le film, on l'a partagé, et en un jour, on a reçu 350 € et on a acheté le matériel pour réparer le toit de Mama Jen. Donc en fait, la magie des médias, la magie du buzz a fait son effet, donc ça a marché, et tout ça, vous le montrez donc dans le film. Mais la prochaine étape, ça va être quoi exactement? Parce que I Have a Dream Africa, je suppose que I Have a Dream Asia et compagnie. Alors l'aventure continue, comme dit Milan, et il faut nous suivre sur Optimistic Traveler, parce que des projets, il y en a beaucoup, il y a différents projets, mais il n'y a rien de vraiment concret pour l'instant. Donc là, mais par contre, il y a des news. La news, c'est que le tour du monde en 80 jours sans argent, le livre, donc ça c'est la version pocket, mais il y avait la version Michel Lafon avant, et il y aura la série documentaire qui va passer sur la chaîne Voyage, et ça c'est extraordinaire. D'ici combien de temps? Là, on est au mois de décembre 2017. Décembre 2017, une série de 10 épisodes sur le tour du monde en 80 jours sans argent va être diffusée, et on est tellement heureux de pouvoir partager ce voyage en images. Bon bah c'est clair, on va te revoir très prochainement. Merci encore. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, parce que je sens que t'es plein d'énergie ou... C'est un film fort qui touche beaucoup plus que nous on pensait même. Les gens sont très émus, pleurent pas mal et se questionnent beaucoup. Faire un voyage comme ça où on marche pour aider les autres pendant 3 mois, où on peut avec quelques sous changer des vies, ça touche beaucoup et ça nous questionne dans notre objectif de vie. Bon bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là, et puis on va aller partir pleurer justement devant ton film, et puis je te dis à une très prochaine fois. Merci encore Merlin. Merci à vous. Bye bye, ciao.